Bien, donc je voudrais commencer à présenter un peu la logique générale du séminaire qui a pour objet l'humanisme. Et donc l'idée était ici de profiter en quelque sorte de la célébration autour d'Olivier de Serres pour justement faire un point sur les défis de l'humanisme contemporain. C'est-à-dire à la fois revenir, c'est déjà une tâche extrêmement difficile, à ce que peut être l'humanisme, ou ce qu'a été l'humanisme à partir de la Renaissance, essayer d'en trouver la cohérence, peut-être aussi les difficultés, parce que c'est un thème qui est toujours en débat, et puis d'un autre côté, confronter ce patrimoine humanistique, si je puis dire, ou humaniste, avec les enjeux contemporains, ce qu'on appelle le transhumanisme aujourd'hui, ou le post-humanisme, qui sont d'ailleurs deux concepts très, très différents, et d'une certaine manière, essayer de se dire que nous sommes peut-être aujourd'hui dans une situation spirituelle assez similaire à celle de la Renaissance, dans une situation de bouleversement où les repères sont devenus un peu confus, ce qui ne veut pas dire qu'ils disparaissent, où les perspectives sont devenues incertaines, ce qui ne veut pas dire qu'il faut s'effrayer, où la cohésion entre nous est devenue un peu sujette à inquiétude, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire que nous soyons voués à la guerre, mais en tout cas des situations qui sont des situations qui peuvent paraître similaires, et c'est sur cette confrontation de deux époques que nous voudrions organiser le séminaire avec, voyez, une foultitude de débats. C'est pour ça qu'on laissera un temps important à la discussion et à l'échange. Pour ce qui est de cet après-midi, avant la conférence du Pradel qu'on présentera tout à l'heure, nous avons deux exposés qui vont se succéder. Celui tout à l'heure de Françoise Dastour qui va faire une présentation philosophique, bien sûr, parce que quand on est tombé dedans, on ne peut pas en sortir, mais philosophique du travail d'Olivier de Serres. Voilà, ce qui nous permettra d'ancrer cette réflexion à la fois dans l'histoire, mais aussi dans l'espace, puisque l'Ardèche, nous y sommes. Et pour ma part, je vais commencer très rapidement à poser pendant une vingtaine de minutes, une demi-heure, quelques jalons pour qu'on se mette d'accord simplement sur les termes. C'est un peu l'idée d'une présentation sur la question de l'humanisme pour que on puisse faciliter les échanges et poser, disons, les définitions de base. Alors, cette question de l'humanisme, je la situe tout d'abord dans un contexte plus vaste. Aujourd'hui, que ce soit dans le monde de l'entreprise, dans le monde de l'éducation ou même en politique, il y a un grand objectif qui revient toujours, c'est qu'il faut remettre l'humain au centre. Et on l'entend partout, c'est un peu une litanie, une incantation. Alors, évidemment, il est difficile d'être en désaccord avec un tel propos, mais on ne voit pas non plus tellement ce que ça veut dire. Et donc, on pourrait dire que nous vivons, puisque tout le monde est d'accord pour remettre l'humain au centre, eh bien, le triomphe de l'humanisme. En vérité, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que d'abord, cette expression est un peu incantatoire, et puis parce qu'il n'y a pas si longtemps, dans l'espace intellectuel français, eh bien, on était plutôt à l'âge de l'anti-humanisme. C'est-à-dire, on était à l'époque où il était de bon ton de critiquer l'humanisme comme étant effectivement une métaphysique ou une philosophie extrêmement contestable. On reviendra un peu sur ces thématiques. Et puis, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup du transhumanisme, du post-humanisme, ce qui laisse penser qu'il y aurait un après de l'humanisme. Et donc, c'est tous ces enjeux qui invitent à revenir à l'essentiel et au socle. Comment définir l'humanisme aujourd'hui? En première approximation, il me semble qu'il y a trois sens principaux du terme humaniste. Un premier sens, qui est peut-être pas le plus intéressant, mais qui est sans doute le plus courant, qui est de considérer que l'humanisme est une espèce de philanthropie, c'est-à-dire une attitude humaine à l'égard des autres. On va intégrer à ce concept l'idée d'humanitaire, l'idée, encore une fois, de philanthropie. Voilà, c'est bienveillant. Alors, j'allais dire que si l'humanisme, ce n'était que ça n'aurait pas grand intérêt, parce que c'est une vertu qui est tout à fait louable, mais qui ne caractérise pas forcément une période ou un problème. Tout le monde voit bien qu'effectivement, il vaut mieux à l'égard des autres être plutôt bienveillant que dans l'adversité. Donc, ce sens-là, je le balaye assez rapidement. Le deuxième sens du mot humaniste, c'est un sens plus technique, qui correspondrait à ce qu'on appelle l'humanisme de la Renaissance,
Mais cet humanisme de la Renaissance, en fait, c'est simplement un type de formation, un type de savoir, un type d'apprentissage qui caractérisait ceux, et notamment les savants, qui, à partir de la Renaissance, se spécialisent dans les studia humanitatis, dans ce qu'on appelait les humanités, et ce qu'on appelle d'ailleurs toujours les humanités. Studia humanitatis, c'est-à-dire étudier ce qui relève de l'homme et ce qui permet, c'est une formule de Cicéron, à l'homme d'être plus homme, ou mieux homme, ou à l'homme d'être libre. C'est pourquoi on appelait ces arts que l'on apprenait les arts libéraux. Et l'université de l'époque était constituée par plusieurs stades. On commençait par le trivium. Trivium, c'est du latin trivialis, qui est devenu trivial, la science commune, qui avait pour but d'enseigner les humanités. C'était le premier grade universitaire qui comprenait la grammaire, l'art d'écrire, la grammaire, c'est-à-dire l'art d'écrire, la rhétorique, l'art de parler, et la dialectique, l'art de raisonner, c'est-à-dire la manière dont on faisait pour penser, et pour s'exprimer, et pour raisonner. Donc la grammaire, la rhétorique et la dialectique. Premier stade. C'était la classe de philo, on va dire. Après, venait le quadrivium. Alors là, c'est très étrange, parce que les gens qui étaient censés connaître le latin ont commis un barbarisme. Ils ont pensé que trivium, ça voulait dire 3, alors que trivium, ça veut dire trivial, la science commune. Et donc, ils se sont dit, pour le grade suivant, on va faire le quadrivium, 4. Mais je trouvais qu'ils ne se connaissaient pas très bien le latin. Et le quadrivium, c'était, une fois qu'on sait comment on parle, on écrit et on pense, eh bien, on peut affronter les réalités. Et quelles étaient les réalités pour les penseurs médiévaux? C'était la géométrie, les formes, l'arithmétique, les nombres, l'astronomie, les astres, c'est-à-dire les êtres parfaits, ceux dont le mouvement est absolument parfait parce qu'on peut intégralement le prévoir, et la musique. Alors la musique, ce n'est pas un art d'agrément, la musique exprime l'harmonie des sphères, c'est-à-dire dans la musique, il y a des accords parfaits, et ces accords parfaits expriment que le monde est parfaitement harmonieux. Et donc le quadrivium, c'était comment on utilise la manière de penser pour penser la réalité, pour comprendre la réalité. Une fois qu'on avait le trivium et le quadrivium, là, on pouvait faire de la formation professionnelle. C'était le 3e grade, et là, on allait devenir soit juriste, faculté de droit, soit médecin, faculté de médecine, soit théologien, faculté de théologie. Voilà comment ont été organisées les études. Et donc, les humanitatis, les humanités, concernaient le 1er grade. Le 1er grade, et on pouvait s'arrêter là. Et beaucoup d'humanistes se sont arrêtés là parce qu'ils considèrent qu'il y avait suffisamment à faire. Et ça donnait quand même du boulot, même si on n'était pas ni juriste, ni médecin, ni théologien, on devenait diplomate. C'est-à-dire, on était capable d'écrire des lettres pour éviter la guerre, ce qui était la tâche, et ce qui est toujours la tâche principale des diplomates aujourd'hui. Voilà donc le sens technique. Vous voyez qu'il n'y a pas de sens, majeur, hormis cette idée que cet enseignement, parce qu'il étudie l'esprit humain, quand il s'exprime, par écrit, par oral, et quand il raisonne, eh bien, rend l'humain un peu plus humain. Voilà, c'était ça l'idée, et cet humain est plus libre. Et c'est le 3e sens, c'est plutôt ce sens-là qui va être déployé dans le 3e sens, philosophique cette fois-ci, d'humanisme. L'humanisme au sens philosophique, c'est l'idée que l'homme est le tenant et l'aboutissant de la réflexion philosophique. Et là, on bascule vers une réflexion qui est une réflexion massive, qui considère que la seule manière de penser les choses, Dieu, le monde, c'est de toujours rapporter la pensée du monde, la pensée de Dieu, la pensée de tout à l'humain. Donc l'homme est le tenant et l'aboutissant de toute réflexion philosophique. Voilà le 3e sens qui émerge très progressivement de l'humanisme de la Renaissance, sens technique, jusqu'à ce qu'on peut appeler l'humanisme des Lumières. Comment ça s'est fait? Comment a-t-on pu passer d'un sens technique à un sens beaucoup plus philosophique? Voilà la question. Pour aller très vite, on peut dire qu'il y a 3 phases qui correspondent, c'est un peu scolaire, mais je crois que ce n'est pas intégralement faux, au XVIe, au XVIIe et au XVIIIe siècle, qui constituent cette philosophie humaniste. Le XVIe siècle,
serait caractérisée, ce sera la première couche de l'humanisme, par ce qu'on peut appeler la découverte de l'homme, la redécouverte de l'homme, contre la doctrine qui est peut-être la doctrine la plus profonde du christianisme, mais qui est sans doute l'adversaire le plus profond également de l'humanisme. C'est la doctrine du péché originel de saint Augustin, qui est une doctrine d'ailleurs intéressante parce que, on pourra en discuter si vous voulez dans le débat, mais saint Augustin pense que l'homme est dans le péché originel, et là il fait lui-même une erreur de traduction. C'est-à-dire qu'il se trompe dans la lecture du texte et il pense qu'Adam est l'auteur de tous les péchés du monde, alors qu'en réalité, dans le texte, il a une version qui n'est pas exacte de la Vulgate. Dans le texte, c'est Adam est le premier mortel. Donc Adam est à l'origine de la mortalité des hommes, si l'on peut dire, et Augustin l'interprète comme Adam responsable du péché de tous les hommes, ce qui change vraiment le sens profondément. Peu importe ici, mais en tout cas, l'adversaire principal de l'humanisme, c'est la doctrine du péché originel, c'est-à-dire l'idée que l'homme est mauvais. L'homme est profondément mauvais, viscéralement mauvais, peut-être inéluctablement mauvais, et que, effectivement, il peut arriver à se sauver, mais certainement pas tout seul. Voilà le grand défi. Or, dans l'humanisme, apparaît l'idée qu'on peut, en étant très chrétien, magnifier la gloire de l'homme. Pourquoi? Parce que si Dieu est créateur, c'est un grand créateur. Or, un grand créateur crée de grandes choses. Et donc, glorifier sa créature, c'est glorifier Dieu. Alors que pour Augustin, d'une certaine façon, affirmer la grandeur de Dieu impliquait de minimiser sa créature. Pour quelqu'un comme Pic de la Mirandole, qui est sans doute le plus grand penseur de la Renaissance exprimant cette idée, personnage ébouriffant, fantasque, romantique, à une vie de patachon, qui a prétendu organiser un colloque un peu comme celui-ci, mais au Vatican. Et il venait avec un bouquin avec 900 thèses, où il prétendait unifier dans ces 900 thèses toutes les sagesses humaines, c'est-à-dire le christianisme, Aristote, Platon, Zoroastre, tout, voilà, 900 thèses, en disant on va faire une petite motion de synthèse, et en fait tout le monde est d'accord. Et il présente ça au pape en disant écoutez, j'ai fait un travail énorme. Il faut dire que Pic de la Mirandole parlait parfaitement le latin, l'hébreu, il avait en quelques mois appris le chaldéen, enfin, c'était un petit génie. Et il arrive en disant voilà, je vais vous réconcilier. Alors vous imaginez, à Vatican, les cardinaux lisant ces 900 thèses, bon, il a été pas excommunié, mais en tout cas assez sérieusement poursuivi. Ça n'a pas marché son affaire. Pic de la Mirandole, on connaît moins ces 900 thèses, mais l'introduction, la préface à ces 900 thèses, c'est un magnifique discours qui s'appelle « De la dignité de l'homme » et qui incarne l'esprit de l'humanisme. Il commence pas exactement comme cela, mais c'est le message que Dieu adresse à Adam. Il n'est rien de plus grand sur terre que l'homme, rien de plus grand dans l'homme que son esprit et son âme, c'est-à-dire les humanités. En t'élevant jusqu'à eux, tu t'élèves au-dessus du ciel. Voilà. Donc c'est une réaffirmation de la grandeur de l'homme contre l'abaissement de la doctrine, notamment du péché originel, et donc un éloge aussi corrélatif de la vie active, contrairement à la vie contemplative. Dans toute la tradition, même philosophique, les penseurs disaient, pour vraiment réussir sa vie, il faut faire de la philo. Je le dis rapidement. Ce qui est un peu le cas, il est vrai, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Je suis assez d'accord, mais voilà, en même temps, faire de la philo, faire de la vie contemplative, mais pas d'être dans l'activité. Le quotidien, c'est-à-dire l'organisation, la vie de la maison, la vie de l'agenda hyper overbooké, comme on dit, tout ça nous plonge dans le non-sens absolu. Parce que chaque action a un sens, et chaque action entraîne une autre. On se lève le matin, on sait exactement ce qu'on doit faire pour la journée. On se couche le soir, on est fatigué. On se réveille, on est en pleine forme, mais on sait exactement ce qu'on a à faire toute la journée. Et tout ça pour toutes les journées du mois, toutes les journées de l'année, toutes les journées de la vie. On était dans l'activité.
Et on arrive à la fin de la vie, on se dit, mais pourquoi? Pourquoi cette frénésie? Et donc la vie active nous voue à la mortalité, alors même que la vie contemplative nous permet de prendre du recul. Voilà. Et le grand message des sagesses habituelles, c'est de dire, prenez du recul. Arrêtez d'être dans l'activité. Pour les auteurs de la Renaissance, les deux sont compatibles. On peut agir dans le monde en réfléchissant à son sens. L'action a elle-même une valeur, parce qu'on peut être dans le monde en étant lucide aussi sur son action, sans être voué au non-sens absolu. Et donc l'éloge de la vie active, comme dit Arendt, l'éloge de la vie active, c'est aussi ce qui peut nous sauver. C'est pour ça que dans le protestantisme, par exemple, eh bien, il faut faire du business. Ça peut nous sauver. Et si on réussit, comme dit Calvin ou Max Weber, dans le business, c'est peut-être que c'est un bon signe pour le salut. Hein. Gagner beaucoup d'argent, c'est peut-être un indice que nous envoie Dieu en disant « Oui, vous serez sauvés ». Ça débouche sur le capitalisme protestant. Vous voyez comment, premier stade de l'humanisme, c'est cette revalorisation de l'homme par rapport à l'humiliation divine. Voilà, c'est le premier élément qui apparaît au cours de la Renaissance et qu'on trouve chez des auteurs comme Pic de la Mirandole ou quelqu'un qui lui était assez proche, Machiavel. Machiavel qui décide d'examiner les affaires de la cité pour ce qu'elles sont. La politique, dit-il, a toujours été définie comme une sorte de cité idéale. Non, la politique, c'est pas la cité idéale, dit Machiavel. La politique, c'est la conquête et la conservation du pouvoir. Voilà. Point. Alors, évidemment, ce réaliste peut faire frémir, mais c'est ça. On retrouve du sens dans l'action politique elle-même. À cette première phase de l'humanisme, on peut en ajouter une seconde qui correspondrait à l'âge classique, XVIIe siècle, et qui serait caractérisée non pas simplement par la redécouverte de l'homme, mais par l'âge de la critique, dont le geste cartésien peut être le meilleure incarnation. Le geste cartésien est bien connu. Descartes se posait la question de la solidité des savoirs qu'il avait accumulés, et il avait à chaque fois des doutes sur ces savoirs. Ces savoirs étaient très incertains. Donc il pose la question, il dit, je vais pratiquer ce qu'on appelle le doute hyperbolique ou doute radical, c'est-à-dire je vais douter de tout jusqu'à ce que quelque chose résiste à ce doute. L'idée n'était pas de devenir sceptique, l'idée était de passer au crash test, si je puis dire, comme on dit aujourd'hui, toutes les connaissances de son temps pour essayer de voir quelque chose qui résiste, qui pourrait être un socle solide pour fonder l'édifice de la connaissance. Et donc Descartes se met à douter du monde, de Dieu aussi, de la réalité, de soi. Et il arrive à cette évidence qu'il y a une chose dont il ne peut pas douter, c'est qu'il doute. Je doute. Donc je doute, je pense que je doute, donc je pense. Et si je pense, vous connaissez la suite. Voilà, ce qui résiste au doute, c'est en ce sens qu'il y a une subjectivité, la subjectivité qui peut être d'ailleurs chez des cartes métaphysiques un peu illusoires, auto-illusionnantes, c'est-à-dire une certitude, mais je suis obligé de penser que je doute. Et voyez en quel sens ce doute, cette pensée d'un sujet est mise au centre, est mise au départ de la réflexion philosophique, avec ses avantages et ses inconvénients. Elle est mise au sens, elle est le point de départ de sa réflexion philosophique. Et ce doute, cette pensée, c'est la critique. C'est-à-dire que pour que quelque chose soit vrai, il faut que je la passe à la moulinette de la critique, l'esprit critique. Et cet esprit critique, Descartes l'applique, après peut-être d'ailleurs un beau texte de Tocqueville, qui dit que en fait Luther était déjà un peu cet esprit, c'est-à-dire l'idée qu'on va douter de tout en matière religieuse. Descartes élargit ce doute aux affaires métaphysiques et scientifiques, et ensuite les Lumières élargiront encore ce doute aux affaires politiques et morales. Donc c'est la deuxième phase, l'âge de la critique, le moment où, vous voyez, l'humain se met au point de départ. Et troisième phase, qui correspondra à la philosophie des Lumières, c'est où ce geste cartésien est élargi et devient un dispositif métaphysique complet, c'est-à-dire un dispositif philosophique complet. Et on peut prendre à cet égard le grand repère, pour aller vite, la pensée et la philosophie kantienne,
qui représente sans doute la meilleure manière d'incarner cette idée que l'homme est à la fois le point de départ et le point d'arrivée de la réflexion philosophique. Chez Descartes encore, même s'il commence par la critique, dit Kant, il pose l'idée qu'il y a un Dieu au départ, et que ce Dieu est parfait. Il tente d'ailleurs de démontrer l'existence de Dieu par un argument qu'on qualifiera plus tard d'ontologique. Et donc ce Dieu, qui est au point de départ du réel, pas forcément au point de départ de la méthode critique, ce Dieu est posé au départ, et l'humain est considéré comme un manque par rapport à cet absolu posé au départ. Donc vous avez Dieu au départ, et tout ce qui est humain est un manque, est un défaut, est un déficit par rapport à un Dieu. Et tous les cartésiens vont fonctionner de la même manière. Vous voyez par exemple Spinoza, quand vous ouvrez l'éthique de Spinoza, un livre compliqué, surtout au début, justement, le premier livre de l'éthique de Spinoza, c'est de Dieu. On part de Dieu. Donc la démarche, c'est on part de Dieu et on pense l'humain. On tente de déduire l'humain de Dieu. Kant inverse totalement le processus. Quand vous ouvrez la critique de la raison pure, le premier chapitre sur la critique de la raison pure, c'est l'esthétique transcendantale. L'esthétique transcendantale, à l'époque, esthétique, ça ne signifie pas l'art du beau, la théorie du beau, c'est l'art du sensible. Ce sensible, c'est ce qu'il y a de plus fini en l'homme. Vous voyez, quand on est sensible, la perception sensible, on a besoin d'un réel extérieur. Vous voyez, autant en mathématiques, on peut raisonner, on n'a besoin de rien. Autant, dès qu'on perçoit de manière sensible, on est passif. Il faut percevoir les choses. Les couleurs, c'est pas nous qui les créons, les objets, c'est pas nous qui les créons, on est passif. Et donc, en commençant la réflexion philosophique par l'esthétique, par le sensible, Kant pose la finitude comme point de départ. La finitude est le point de départ. C'est-à-dire ce qu'il y a de plus fini en l'homme, sa passivité, par rapport à Dieu qui est actif. Et donc, il inverse totalement le schéma métaphysique classique, théologien. L'humain est le point de départ de la réflexion. On commence par l'homme. On commence par ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, c'est-à-dire le fini. Et d'ailleurs, c'est vraiment un point qui a fait l'objet des plus belles interprétations, des plus grandes interprétations de Kant, de convergence. Il y a eu à l'époque, à Davos, un très grand débat entre Heidegger et Cassirer. À l'époque, à Davos, c'était pas la finance, c'était la philosophie qui se retrouvait là-bas. 1929. 1929, c'était le bon temps, au moment de la crise. Bon, depuis 29. Et gros désaccord entre Heidegger et Cassirer sur tout dans l'interprétation de Kant, sauf sur cette question. Ils sont d'accord pour dire l'un et l'autre, on ne brise pas les chaînes de la finitude. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que chez Kant, il y a l'affirmation de la finitude essentielle de l'homme. Et ça, c'est vraiment bouleversant, parce que ça veut dire que l'humain se situe au point de départ du dispositif métaphysique. Ce qui est normal, c'est que c'est toujours un humain qui est philosophe. Vous voyez, l'humain, s'il se met à la place de Dieu, c'est l'humain qui se met à la place de Dieu. Et donc il faut qu'il pense la cohérence de son geste en partant du fait qu'il est d'abord et avant tout un humain, c'est-à-dire un être ignorant, impuissant et mortel. Voilà. La base de la finitude, c'est ça. Ignorant, impuissant et mortel. Il ne sait pas tout, il ne peut pas tout, et il n'est pas éternel. Donc, on part de cette idée et on pense le réel dans ce contexte-là. Voilà ce qui constitue, on peut dire, en un sens, la cohérence ultime de l'humanisme. Mais sur la base de cette cohérence, et c'est ça qui est intéressant, c'est que la suite de l'histoire va montrer que c'est pas parce qu'on a cette cohérence que tous les problèmes sont résolus. Et j'allais dire que c'est même le contraire, puisqu'à partir du moment où on part sur cette logique humanisme, et les Lumières en font partie, eh bien les défis apparaissent et sautent aux yeux. Pour aller à l'essentiel, et c'est des points que nous évoquerons aujourd'hui, j'évoque 4 défis, puis on discute ensuite. Les 4 défis de l'humanisme, c'est que une fois qu'on est convaincu qu'il faut partir de l'humain et revenir à l'humain, que l'humain est le tenant et l'aboutissant de la réflexion philosophique, il y a une petite question accessoire qui surgit immédiatement, c'est quoi l'humain? Qu'est-ce que l'homme, tout simplement? Kant disait que c'était la question philosophique par excellence. Et cette question de la définition de l'humain, vous voyez, est redoutable. Ce n'est pas une question nouvelle. Pour aller vite, dans
les traditions pré-humanistes, on a toujours choisi de définir l'humain par rapport à une référence extérieure à l'humain. On ne savait pas définir l'humain, donc on va définir l'humain parce qu'il n'est pas l'humain. Il y avait 3 solutions. Première solution, on définit l'humain par le passé. L'humain, c'est celui qui s'inscrit dans une lignée, la tradition. Ce qu'on trouve dans nos noms. On a des noms, et ces noms nous désignent comme fils de, fille de, et on définissait l'humanité par son appartenance à un clan, à une nation, à un village. Définition traditionnelle. Deuxième manière de définir l'humain, par rapport à un cosmos, c'est-à-dire par un ordre parfaitement harmonieux dans lequel l'humain occupe une place très précise entre les animaux évolués et les dieux. Il y a une place. Et l'humain n'a certainement pas intérêt à sortir de sa place. Ça, c'est le péché capital des Grecs, c'est l'hubris. Donc, deuxième définition de l'humain par rapport à un cosmos, par rapport à un ordre, avec une place désignée. Être sage, c'est être à sa place. Troisième définition de l'humain, eh bien, définir l'humain comme créature. C'est-à-dire, l'humain est l'être créé par Dieu, avec peut-être un privilège dans la création. Troisième définition. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on définit l'humain soit par référence au passé, soit par référence à une nature harmonieuse, soit par référence à Dieu. Si vous voulez faire de l'humain le tenant et l'aboutissant de la réflexion philosophique, impossible de se référer à ces 3 manières de définir. Donc il ne reste plus qu'une seule manière, se définir l'humain par rapport à lui-même. Première manière, qui est la manière la plus évidente, regardons comment il est fait. C'est-à-dire, regardons comment il est constitué. Je prends un François Lapéroux et je l'ausculte, alors je le dissèque un peu, ce qui n'est pas gentil, pour essayer il va mordre et pour essayer de voir comment il est composé. Donc on va définir l'humain par sa nature en se disant, et par exemple par son cerveau, ces pensées géniales qui sont en lui, comment je vais arriver à les identifier. Il va falloir que je trouve. C'est la définition naturaliste ou matérialiste de l'homme. Définition qui est très satisfaisante et qui est très convaincante, mais qui ne suffit pas. Parce qu'on peut dire, oui, mais si je regarde comment il est constitué, est-ce que le secret de François Lapéroux, sa richesse profonde, va m'apparaître? Peu probable. Je peux disséquer un animal, ce qui fait le cœur de sa profondeur va peut-être ne pas m'apparaître. Donc l'humanité risque de nous échapper, parce qu'on va fragmenter, on va découper. D'où la deuxième idée, donc ce qui caractérise l'humain, c'est pas sa nature, c'est ce qui le distingue en propre de tous les autres animaux, c'est-à-dire sa culture. L'humain est d'abord culture, et on va essayer de décrire l'humain, non pas par sa nature, mais par sa culture. Alors avec cette difficulté que dès lors que l'on regarde la culture, eh bien c'est difficile de parler d'une culture humaine. Il y a plusieurs cultures humaines, avec d'ailleurs des différences énormes entre les cultures. Le fond culturel de l'humanité, Lévi-Strauss disait la prohibition de l'inceste, mais même ça, c'est très doutable. On peut le mettre en question. Et donc, ce qui frappe quand on définit l'humanité par la culture, c'est la diversité des cultures. Donc, on va définir l'humain par la culture, mais d'une certaine façon, l'humain risque de nous échapper dans son unité au profit d'une fragmentation. Deuxième manière de définir l'humain. Et puis, troisième manière de définir l'humain de manière purement interne, non pas sa nature, non pas sa culture, mais sa capacité de s'arracher et à sa nature et à sa culture. Et ça, c'est la liberté. Troisième définition possible de l'humain, de dire que ce qui caractérise l'humain, c'est cette capacité de modifier sa nature, d'être libre, de s'entraîner, s'il est sportif, rachitique, de faire un peu de bodybuilding et de devenir très fort et Schwarzenegger, ou alors d'échapper à sa culture, c'est-à-dire, s'il est ardéchois, de faire un tour en Haute-Loire et dire je suis capable de prendre la langue, l'accent, de faire 2 bises au lieu de 3. Je peux échapper à ma culture de manière relativement aisée. Voilà. Et donc, la culture n'est pas une détermination, de même que la nature n'est pas une détermination absolue. Alors évidemment, c'est difficile d'en sortir totalement, mais on a une petite marge de manœuvre. Donc l'homme est libre. 3 définitions possibles de l'homme. Avec cette troisième a aussi des difficultés, parce qu'être libre, ça veut dire peut-être être rien. Si je suis capable de m'arracher à tout, mais qui suis-je au fond? Donc, 3 définitions possibles de l'humain: nature, culture ou liberté. Choisissez votre camp. Les 3 ont des avantages, les 3 ont des inconvénients.
Admettons qu'on ait résolu cette question. Vous voyez que c'est pas fait. Admettons. Il reste à penser l'unité de l'humanité. L'unité de l'humanité, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à un concept d'humanité, mais est-ce que cette humanité est une? Vous voyez, le problème de l'humanité une, ce qui est par exemple exprimé dans les droits de l'homme, c'est que pour penser l'humanité une, il faut faire abstraction de toutes les différences. L'homme des droits de l'homme, on ne le rencontre jamais, parce que c'est un homme abstrait. On fait abstraction des différences. Et donc on peut dire que cet homme des droits de l'homme n'existe pas, parce qu'il est totalement abstrait. Si vous voulez le penser concrètement, eh bien de nouveau, il faut réintroduire les différences, et ces différences vous sautent aux yeux. De sexe, de genre, d'âge, de classe, de niveau social. Voilà. Et comme ces différences sont très difficiles à penser, la tentation est très grande de les penser de manière conflictuelle. Et donc la tentation est grande face à la difficulté de penser l'unité de l'humanité, c'est de parvenir à ne penser l'humanité que comme des conflits. Lutte des classes, lutte des races, lutte des sexes, lutte des genres, tant pour moi, lutte des générations. Et vous pouvez multiplier. À chaque fois, vous avez des conflits, et donc l'espèce humaine a du mal à penser elle-même son unité, ou elle est tentée constamment par la conflictualité. Sans parler d'un autre problème, pour penser l'unité de l'humain, c'est un humain, ça commence quand? Et ça finit quand? Aussi bien dans l'histoire. Quand est-ce qu'on passe de l'humanoïde à l'humain? À quel moment? Et quels sont les signes? Et même au niveau individuel. À quel moment on passe d'un tas de cellules à un être humain? Et ça se termine quand, un humain? Est-ce qu'un état végétatif avancé est encore humain? Voilà. Questions qui sont sidérantes. Vous voyez, et alors on peut aller plus loin. Les frontières de l'humain. La différence entre les bonobos et les humains, entre les mammifères très avancés et les humains, est-elle si nette que ça? La différence potentiellement à venir entre certaines machines, certaines intelligences artificielles et les êtres humains, est-elle si nette que ça? Et voyez que la question de l'unité de l'humanité, même si on a une bonne définition de l'humain, ouvre un horizon de réflexion infini. C'est le deuxième défi. Premier défi, comment on définit l'humain. Deuxième défi, quels sont les éléments qui nous permettent de définir l'unité de l'humanité. Aujourd'hui, on en parlera demain sur les questions autour de l'animalisme. L'idée, peut-être qu'on doit ouvrir la sphère de l'éthique au-delà des seuls humains. Peut-être aux machines, aux robots, que sait-on? Admettons que nous ayons résolu ce deuxième défi. Il y en a un troisième. Comment évaluer la place et l'action de l'homme dans la nature? Quelle est sa place? Là aussi, c'est une thématique, il faut à peine en parler aujourd'hui, c'est cette place de l'homme dans la nature. Comment la concevoir? Est-ce qu'il est maître et possesseur de la nature au risque de la détruire? Ça serait l'argument, disons, de la deep écologie, qui considère que la nature a une valeur et que l'homme, d'une certaine façon, en étant maître et possesseur, risque de la détruire. Ou est-ce qu'il est maître et possesseur de la nature pour la protéger? Et pour protéger non pas la nature en tant que telle, mais ce qui est l'homme dans la nature, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'environnement. Ce qu'il y a à protéger dans la nature, c'est pas la nature, parce que d'ailleurs, on serait bien incapable aujourd'hui de voir autour de nous ce qu'est la nature. Rien n'est naturel autour de nous. Quand on veut se référer à la nature, c'est une nature extrêmement abstraite. En France, il n'y a pas une partielle de nature au sens originel du terme qui existe. Et peut-être que dans notre corps à nous, il n'y a rien de naturel désormais. Beaucoup de plastique. C'est terrible à dire, mais la manière dont les progrès de la médecine et de l'espérance de vie sont tels que probablement si on reportait cette population que nous sommes ici il y a 100 ans ou 200 ans, eh bien, nombreux d'entre nous ne seraient pas là. Tout simplement. Voilà, ne seraient pas là. Mortalité infantile, maladie, probablement 80% de cette salle
il y a 100 ou 200 ans, ne serait pas arrivé à un stade de l'existence que nous sommes. Il n'y a rien de naturel. Donc vous voyez, l'ambivalence et la question de l'homme dans cette nature, nous adorons aujourd'hui la nature, mais c'est une nature qui est très différente de celle contre laquelle, jadis, on pouvait éventuellement s'effrayer ou lutter pour justement augmenter l'espérance de vie. Donc la place de l'homme dans la nature, troisième défi. Et quatrième défi, eh bien, comment donner sens à la finitude? On accepte bien que l'homme est un être fini, ça c'est la primat de l'humanisme, mais quel est le sens de cette finitude? Quel est le sens de cette finitude? C'est-à-dire, nous savons très bien que nous avons une vie, que peut-être plus confortable que par le passé, mais cette vie qui est de toute façon et qui reste mortelle, que nous pouvons améliorer en termes de confort. Comment l'humain peut-il consoler l'humain, dépourvu qu'il ait désormais de soutien extérieur? On peut être très croyant, mais la société ne l'est plus. On peut être adorer la nature, mais on voit bien qu'on est sorti de l'univers cosmologique. On peut adorer le passé, mais les mœurs et le passé ne nous suffisent plus à nous réconforter. Comment l'humain va-t-il consoler, j'annonce la suite, consoler l'homme de sa finitude? Quel type de réconfort, quel type de perspective, quel type de sens y a-t-il finalement une quelconque évangile, c'est-à-dire une bonne nouvelle de la démocratie et de la modernité? Quatrième défi colossal, à l'époque précisément où c'est plutôt les cacangiles, c'est-à-dire les mauvaises nouvelles. Évangile, la bonne nouvelle, cacangile, la mauvaise nouvelle. Ce sont les cacangiles qui dominent. Voilà les 4 défis, si vous voulez, qui vont nourrir un peu nos réflexions au cours de ce séminaire. Donc je les résume encore. Quelle est la définition de l'humain? Ça, c'est un gros morceau. Y a-t-il une unité de l'humanité? Et cette unité aux marges, comment la définir? Quelle est la place de l'humain dans cette nature, à la fois avec le risque de la destruction et la responsabilité de la protection? Et quatrièmement, quel est le sens de cette finitude? Finalement, cette tragédie de la condition humaine qui fait qu'on prend beaucoup de plaisir à vivre, mais que cette vie, de toute façon, se termine par la mort. Voilà. Désolé de casser l'ambiance, mais c'est comme ça. Et il va falloir effectivement arriver à trouver des réponses qui soient, par rapport aux réponses du passé auxquelles nous ne croyons plus fondamentalement, eh bien des réponses qui soient un peu efficaces. Et je pense que nous ne sommes pas dépourvus de ressources en la matière. Merci à vous.